Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette petite présentation, on va regarder un peu de façon abstraite ce que c'est que l'architecture propre, le clean architecture, quelques patterns et les principes. Et l'idée ici, c'est de vous découvrir quelle est la philosophie qui se cache derrière l'architecture propre. Donc, on pourra regarder les scénarios de motivation, quelques concepts théoriques, les principes de conception et une démo. Donc, en termes de plan, on aura le scénario de motivation, les concepts théoriques, les principes de conception de l'architecture propre, la démo et on pourra passer aux phases de questions. Alors, en termes de scénario de motivation, pour comprendre ce que c'est que l'architecture propre, on va considérer que dans le domaine du bâtiment, on a deux architectes logiciels. Deux architectes, c'est tout simplement le premier architecte qui s'appelle Brice, qui est un homme, et le deuxième architecte qui s'appelle Gaël, qui est une femme. Donc, on va imaginer que ces deux architectes, Brice et Gaël, ont à peu près le même nombre d'années d'expérience, le même poste, la même rémunération qui est identique, et on les engage tous les deux pour construire de nouveaux bâtiments pour notre entreprise dans deux différentes villes. Alors, Brice, qui est le premier architecte qui est un peu classique, on va dire, et qui est passionné de projets classiques et d'innovation, il va intégrer dans la construction de ce nouveau bâtiment les technologies de pointe. Donc, avec un style élégant, il sera capable d'impressionner les décideurs. Et une fois la conception terminée, il va transmettre les plans à l'équipe de construction et passer à un nouveau projet. Donc lui, il reviendra seulement pour l'inauguration du nouveau bâtiment et voir le résultat final. Donc contrairement à Brice, Gaëlle, elle va adopter une approche qui est centrée sur l'utilisateur. Elle va commencer par comprendre les besoins tout en faisant des pivots entre les occupants, l'équipe de construction et les décideurs, puis elle va concevoir de l'architecture en conséquence de ces retours-là. Contrairement à l'approche classique, Gaël a beaucoup plus une approche agile. Donc, elle reste impliquée tout au long de la construction du projet en collaborant avec les équipes techniques sur le terrain, en faisant du recueil des retours et en ajustant ses plans de façon continue pour améliorer le résultat de son architecture. Donc, on va donc comparer les deux visions techniques des deux architectes. Brice, qui est le premier architecte, a une vision centrée sur l'architecture. Donc, il fait une conception complète dès le départ et il utilise les technologies avancées pour pouvoir développer. Donc, sa conception est dépendante des technologies de pointe. Il a peu d'interaction avec les utilisateurs finaux qui sont les constructions, les décideurs ou les clients du bâtiment et il fait une livraison. Après, il fait un désengagement. Donc, en termes de résultat, son résultat est impressionnant mais rigide. Pourquoi? Parce que s'il n'est plus là, l'architecte de la maison ne va plus évoluer. Donc, parce qu'il a bouclé le projet. Contrairement à ça, à côté, nous avons que Gaël qui a une vision centrée sur les utilisateurs euh, et l'équipe technique. Elle va faire une conception évolutive et adaptable. Elle pourra avoir une prise en compte des besoins réels sur le terrain parce qu'elle est en mouvement entre les équipes techniques et les décideurs, en plus des futurs habitants. Elle a une collaboration continue avec les parties prenantes. En plus de ça, elle va faire des ajustements fréquents sur ses plans et avoir un résultat qui est plutôt pragmatique, flexible et optimisé. Donc, en termes de comparaison, on va conclure que Gaël a une vision pragmatique, flexible et optimisée et Brice a une vision rigide. Et l'architecture propre, en fait, c'est une architecture qui doit être pragmatique, visible et optimisée, qui sera fait pour les utilisateurs et les équipes du bâtiment. Donc, avant de définir ce que c'est qu'une architecture propre, on va définir faire une comparaison entre le Mese et le Clean Architecture. Donc, sur cette image-ci, vous avez deux images. Une première image qui est le spaghetti et une deuxième image qui est le plat de lasagne. Lorsqu'on regarde cette image en spaghetti, c'est une image qui présente tout à fait un repas délicieux, mais ce repas-ci, il est très mal organisé. Pourquoi? Parce que si on essaie de retirer
une pâte, on ne peut pas connaître le début et la fin de la pâte. Donc, si on veut changer ce design-ci, il va falloir, par exemple, enlever ce qui est ici en haut, défaire par complètement le plat et essayer de le remettre. Donc, ce qui fait que c'est difficile d'évoluer. Contrairement au plat de lasagne qui est structuré en plusieurs couches, ici on a une, deux, trois, quatre couches. Si on veut rajouter une couche, il suffit juste de soulever la couche, mettre de la viande, peut-être du fromage et ajouter cette couche-là. Donc on a dans le Mese Architecture qui ressemble plus à un plat de spaghetti et le Clean Architecture qui ressemble plus à un plat de lasagne. Donc, alors, qu'est-ce que le Mese Architecture? Le Mese Architecture, c'est une architecture qui est complexe, qui est incohérente, qui est rigide, qui se brise facilement, qui n'est pas testable et qui n'est pas maintenable. Donc, tout d'abord, une architecture médiocre ou désordonnée nous donne l'impression d'un plat de spaghetti. Ce n'est qu'un amas de côtes en désordre et avec une boulette de viande jetée ici, partout et là. Donc, il est presque impossible de suivre un fil de spaghetti du début à la fin et il est très difficile d'ajouter ou de remplacer un spaghetti sans perturber tout ce qui l'entoure. Donc, ça, c'est ce qui est du Mese Architecture. À côté de ça, on a le Clean Architecture qui ressemble plus à un plat de lasagne qui est caractérisé par sa simplicité, sa compréhension, sa flexibilité, son émergence, sa testabilité et sa maintenabilité. Dans l'architecture propre, donc, elle va avoir des belles limites horizontales et cohérentes. Comme un plat de lasagne, ceci sera séparé uniformément. Les codes de différentes couches avec des garnitures. Donc, on voit là des garnitures qui séparent les codes de différentes couches. Et lorsqu'un élément est trop volumineux, on peut le découper en le décomposant en plus petits avec des lignes de démarcation nette, précises et orthogonales. Et elle comporte bel et bien une couche présentation qui vient couronner la pile de fonctionnalités. Donc, voici notre couche présentation ici qui vient couronner la pile de fonctionnalités. Donc, qu'est-ce que donc la Clean Architecture? La Clean Architecture donc est une architecture propre. La Clean Architecture donc comme architecture propre, c'est une philosophie d'essentialisme architectural. Donc, lorsqu'on parle de philosophie, on parle de concepts qu'on utilise pour mettre en place un projet qui sera maintenable, évolutif, testable et flexible avec le temps. Donc, c'est une philosophie d'essentialisme architectural. Elle est conçue pour les utilisateurs finaux, les développeurs et les mainteneurs. Elle va mettre l'accent sur ce qui est essentiel, pas sur les détails d'implémentation. Donc, on ne va pas forcément démarrer avec une technologie, mais on va démarrer avec les éléments essentiels qui sont, par exemple, le domaine. Donc, l'architecte va mettre de côté ses préférences personnelles. Donc, Gaëlle, elle a mis de côté ses préférences personnelles et elle va prendre en compte les préférences des futurs utilisateurs du bâtiment. Donc, elle va prioriser la clarté, la maintenabilité et la collaboration. Et en plus de cela, on va faire de l'optimisation pour la machine, pas seulement pour les machines. On va faire l'optimisation pour les machines seulement si c'est nécessaire. Donc ça, c'est la définition de la Clean Architecture. Donc à côté de ça, donc, qui sont donc les habitants. Les habitants, donc, ce sont les développeurs. Donc on l'a conçu pour les habitants, on ne l'a conçu pas pour l'architecte en lui-même, on ne la conçu pas pour la machine. Dans l'autre cas, on va la conçu pour les développeurs. Donc, pour notre deuxième partie, donc, on va passer au concept théorique. Donc, qu'est-ce qu'on a donc comme concept théorique? Alors, pour nos concepts théoriques, il faut comprendre que l'architecture d'application, on va commencer avec une vue. La Clean Architecture, on va commencer avec une vue qui est complètement abstraite. Donc, le schéma final qu'on a ici, c'est le schéma de Oncle Bob qui présente la Clean Architecture sur plusieurs couches. Donc, au milieu ici, on a les entités et les use cases qui vont représenter le domaine. Après cela, on aura la couche applicative où on aura les contrôleurs. Et les éléments de présentation, les gateways, et la dernière couche, on aura la couche présentation. Donc ça, c'est le schéma général de Oncle Bob. Donc on regardera plus en détail à quoi renvoie chaque élément. Donc pour une architecture propre, il faut comprendre que
les couches une couche va envelopper une autre couche. Donc ici, par exemple, on a le domaine qui est la première couche. Après, on a la couche applicative et on a la couche présentation, infrastructure et principe des persistances qui sont à la limite ici. Donc, sur le plat de lasagne, par exemple, la couche présentation, c'est cette dernière couche ici que l'utilisateur va utiliser, désolé pour la tautologie, l'utilisateur va utiliser pour pouvoir faire appel aux éléments du domaine. Donc, il faut comprendre que l'architecture propre, le clean architecture, est basée sur le circular design et elle est dirigée par le domain driven design, qui est la conception pilotée par domaine. Lorsqu'on veut faire de l'architecture propre, il est important de pouvoir faire de la séparation des domaines et cette séparation des domaines-là va pouvoir nous faire avoir des différentes couches en forme de cercle. Donc, le cœur ici, ça sera le domaine applicatif ici, qui est là, avec le corps. Donc, le corps a deux domaines, la partie domaine et la partie applicative. Donc, la partie domaine aura les entités et les interfaces des différentes entités. Et la partie applicative aura les éléments de la logique métier. En d'autres termes, les cas d'utilisation. Et on va noter que on a des cercles extérieurs qui sont indépendants. Donc, il faut trouver un autre moyen pour pouvoir communiquer entre ces cercles-là. Et cette dépendance-là, on n'a aucune influence externe. Donc, si on remplace une couche, tout simplement, il faudrait juste trouver le moyen de faire communiquer entre les couches. Donc, le flot de communication. Pour une architecture, pour de la clean architecture comme flot de communication, on quitte de la couche la plus éloignée du domaine vers la couche la plus proche du domaine. Donc, le flot de communication, il sera entrant. Il ne sera pas sortant, il sera entrant. Donc, on va quitter de l'interface utilisateur. On va passer par l'infrastructure. Après de passer par l'infrastructure, on va passer par la partie applicative. Après d'avoir passé la partie applicative, on va passer par le domaine. Donc, voilà. Et ainsi de suite. Donc, on va dire qu'on aura forcément tous les mécanismes qui vont dépendre du noyau qui est ici au milieu. On va mettre en œuvre les interfaces du noyau. Les dépendances seront inversées, donc on va utiliser l'inversion des dépendances, beaucoup d'interfaces, et elles pointent vers l'intérieur de l'interface utilisateur. Le noyau de l'application et de l'infrastructure, tout va dépendre du noyau, tout va dépendre du modèle des entités, et le principe d'inversion des dépendances sera utilisé pour notre flot de communication. Donc, alors, on va donc regarder les principes de conception. En termes de principe de conception, le clean architecture va beaucoup reposer sur la programmation orientée objet. Donc, pour une architecture propre qui doit être bien conçue, il faut comprendre que la programmation orientée objet, ce paradigme-là, est le cœur de l'architecture propre. Donc, elle sera liée ou bien dirigée aussi par la séparation des préoccupations qui est le separation of consent, qui va permettre de diviser le logiciel en plusieurs couches avec des principes d'inversion et de dépendance propre. À côté de ça, il y aura donc de la conception qui sera épurée. Cette conception-là ne sera pas liée à aucun framework, elle ne sera liée à aucune technologie spécifique telle que les REST ou les GraphQL. Elle permet de réaliser des tests unitaires simples. Donc, elle n'est pas liée à aucun client spécifique, vu que la couche présentation peut être un client, une application React, ou bien juste des API, ou bien une application mobile. Donc, on aura la facilité à changer le client qu'on va choisir au niveau de la présentation. Elle n'est liée à aucune base de données parce que notre base de données est externe à cette architecture-là et elle ne dépend d'aucune implémentation spécifique externe. Donc, le noyau sera donc de la conception orienté par de la programmation orientée objet et l'utilisation de la separation of consent. Donc, à côté de ça, donc, il y a donc 5 principes qu'il faut maîtriser pour pouvoir mettre en place de l'architecture propre. Le premier principe, c'est l'inversion des dépendances. Le deuxième principe, c'est la separation of consent. Le troisième principe, c'est le single responsibility principle. Le quatrième principe, c'est le dry, don't repeat yourself. Et
Le quatrième principe, c'est la persistence ignorance. Alors, pour la dépendance des versions, on va commencer avec ce principe-ci. On sait que en orienté objet, on a les classes qui sont les moules pour fabriquer des objets. Donc, une classe va créer des objets et lorsque deux classes veulent communiquer ensemble ou lorsque l'une classe veut récupérer les données, les méthodes ou les propriétés d'une autre classe, on passe par l'héritage. Alors, on sait que l'héritage de la classe A, la classe B et la classe C, si on a un héritage direct, on a un couplage qui est fort. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est que si la classe A veut communiquer avec la classe B, on va ajouter une interface B qui va permettre de faire de l'inversion des dépendances. Et ceci va rendre un couplage faible entre la classe A, la classe B et la classe C. Donc, le principe d'inversion des dépendances sera beaucoup utilisé dans l'architecture propre pour pouvoir faciliter le couplage faible et évoluer avec une indépendance au niveau des différentes couches. Rappelez-vous que cette architecture est très liée aux couches qui sont indépendantes. Et pour pouvoir faire la communication, il faut faire l'inversion des dépendances à l'aide des interfaces. Donc, à côté de ça, donc, on a la separation of consent, bien évidemment, qui est le principe qui permet de donner, de séparer une responsabilité qui est liée aussi à single responsibility, qui permet d'avoir un principe tout court pour un rôle tout court pour une couche. Donc, si on est dans le cas de l'architecture propre, on aura au niveau déjà de notre schéma, on aura l'interface qui va jouer le rôle pour les interfaces, le domaine qui va jouer le rôle pour les domaines, la présentation qui va jouer le rôle pour la présentation et la persistance qui va jouer le rôle pour la persistance. Donc, chaque couche a un rôle précis au niveau de la separation of consent. Donc, une couche ne gère pas de rôle, que ce soit au niveau des fonctions, que ce soit au niveau des méthodes, que ce soit au niveau des classes, il faut pouvoir bien délimiter cela. Ceci ici est lié au principe de single responsibility. Donc, ces trois principes-ci, le separation of consent, le single responsibility principle et le don't repeat yourself sont des principes qui se suivent. Donc, on va terminer avec le troisième principe qui est la persistence ignorance. Donc, qui stipule que les classes modélisent le domaine métier. Donc, une classe, lorsqu'on va la modéliser, elle va modéliser le domaine métier de l'application logicielle. Et donc, ce domaine métier est le cœur et elles ne doivent pas être influencées par une persistance possible. Donc, lorsque le modèle est défini, il n'est pas forcément lié à la base de données. Donc, ceci, donc, on aura donc une conception qui va refléter fidèlement le domaine qu'on veut. Donc, pour résoudre le problème métier en question. Donc, on ne doit donc pas être faussé par des considérations liées à l'état des objets qui seront préenregistrés dans la base de données. Le choix de notre système de base de données sera, fait bien après avoir posé notre architecture propre de base. Donc, pour résumer, donc, on va donc résumer avant de partir à la démo que l'architecture propre, c'est une architecture, donc, beaucoup plus une philosophie. Donc, je sais que quand on parle d'architecture, on est beaucoup lié à la structure d'éléments et des composants, mais ici, on est lié à une philosophie qui va nous permettre de mettre en place une application maintenable, flexible, évolutive et rigide. Donc, et pas rigide, pardon, et testable. Donc, elle sera conçue pour les utilisateurs finaux qui seront les développeurs, les personnes qui vont faire la maintenance de cette application. Et l'accent sera mis beaucoup plus sur l'essentiel qui est le domaine, les modèles, les cas d'utilisation et pas forcément les détails d'implémentation. Donc, l'architecte ou bien la personne qui va construire le système va faire abstraction de ses préférences personnelles et se baser sur ce que l'utilisateur final veut pour avoir quelque chose de plus clair. Et la base d'une architecture propre est la conception orientée objet, qui est ce paradigme de programmation-là qui va donner les classes, les interfaces et tous ces concepts-là pour pouvoir avoir une belle architecture avec des différentes couches. Donc, on se rend donc à la démo pour voir un exemple d'architecture propre. Alors, pour notre démo,
de l'architecture propre, pour notre démo de l'architecture propre, donc je vais prendre une petite application de e-commerce avec avec quelques modèles et on pourra regarder à quoi renvoie chaque élément dans l'architecture propre. Donc, je ne vais pas la développer de zéro, donc on va explorer ce projet-ci et regarder certains principes qui seront mis en place pour l'architecture propre. Donc, alors, dans notre projet, vous allez remarquer que ici, j'ai déjà, pour commencer, j'ai euh, les couches. Donc, j'ai les couches. Premièrement, j'ai la couche du domaine, qu'on a dit que c'est le cœur de l'architecture propre. Après, j'ai la couche applicative qui va refléter la partie business ou la partie métier de notre architecture. Après cela, on aura la couche infrastructure qui sera liée à la base de données. Et après, on aura la couche présentation qui est celle où on peut mettre des routes de notre application ou notre front-end. Donc, on va commencer par notre première couche. Donc, on va revenir sur le schéma rapidement. Alors, on sait que la première couche ici dans l'architecture propre, c'est la couche domaine. OK, donc on va présenter. Donc, c'est la couche domaine. Donc, c'est le domaine, c'est le cœur. Donc, pour la couche domaine ici, on va définir ici les entités. Donc, les entités, c'est en fait les modèles qui seront qui vont refléter les modèles de notre projet. Pour notre cas, on a 4 modèles ici pour notre application du e-commerce. On a le modèle des catégories, le modèle des événements, le modèle des ordres des commandes et le modèle des, des commandes items. Donc, vous allez remarquer que pour le Kin Architecture, le principe, c'est l'orienté objet qui est le cœur. Donc, pour la programmation orientée objet, on utilise le langage C#, qui est un langage orienté objet qui va nous permettre de mettre en place les, les différentes classes qu'on veut. Donc là, on ne dépend pas d'un SGBD ou alors d'une ORM. On est juste en train de définir les classes qui sont le cœur de notre système. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie domaine qui aura ces éléments-ci. Après le domaine aussi, on a une partie common avec Auditable Entity s'il y a des propriétés qui vont se répéter dans plusieurs classes. Donc, on utilise ici la classe catégorie qui va hériter de la classe Auditable Entity pour étendre, les propriétés de cette classe-ci. Ça, c'est un bon principe, un principe solide qu'on utilise aussi pour pouvoir mettre en place les éléments de l'architecture propre. Donc, ça, c'est là pour la partie domaine. Donc, après avoir la partie domaine, on va partir sur la partie applicative. On sait que la partie applicative qui est ici au niveau de cette couche-ci, applicative, c'est la partie qui a les cas d'utilisation. OK? C'est la partie qui a les cas d'utilisation qui va représenter la logique business de notre application. Donc, ici, dans la partie applicative, vous allez remarquer qu'on va définir les services. Donc, après avoir le modèle, on va définir les services. On a, pour les catégories, on a aussi les interfaces. Donc, on va définir les interfaces qui vont représenter les actions que les services doivent pouvoir faire. Donc, on doit pouvoir créer, lire de façon asynchrone toutes les catégories. On doit pouvoir get une catégorie en particulier en fonction de son ID. On doit pouvoir créer une catégorie en fonction de son ID. On doit pouvoir update et on doit pouvoir delete. Ça, c'est de l'interface de cette catégorie-ci. Donc, le service, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'on définit le service, il va implémenter l'interface et il va implémenter la méthode. Donc ça, ici, c'est pour ce cas-ci. Donc là, ici, on est encore sur de la separation of concern qu'on a vu comme principe où pour chaque cas de notre service ou de notre cas d'utilisation, ils sont dans des dossiers avec exactement les méthodes qu'ils doivent exécuter. Donc, à côté de cela, pour pouvoir donc faire de la communication avec la couche domaine, on va définir des contrats, des interfaces ici au niveau de la partie persistance, au niveau du contrat pour la partie persistance, pardon, qui va définir des interfaces pour que cette partie persistance qui est après
la partie application puisse hériter de ces fonctionnalités-là et se connecter à l'ORM. Donc, si on revient un peu sur la partie, on va revenir un peu là, sur la troisième la partie infrastructure, au niveau de la partie persistance, au niveau des repositories, on va remarquer que ces repositories-là vont forcément implémenter des interfaces. Donc ici déjà, on sait que la couche infrastructure, c'est la couche qui va définir le modèle de notre base de données, parce que c'est au niveau de l'infra qu'on commence à écrire le DB Context, le app DB Context pour pouvoir avoir notre ORM ici qui est le Entity Framework pour sélectionner quel type d'ORM on va travailler, quelle base de données. On se rend donc compte que le corps, si on vient sur le schéma, on se rend donc compte que le corps ici qui est la partie, le corps ici qui est la partie euh, euh, le corps qui est la partie domaine et la partie applicative, ils ne sont pas dépendants d'une technologie. C'est bien seulement à partir de la partie infrastructure qu'on commence à sélectionner que nous ici, on va utiliser le Entity Framework. Donc voilà pour ce qui est de cette troisième couche-ci. Et enfin, on a la couche présentation. Vu que je travaille sur le développement de l'API, tout simplement, je n'ai pas de framework front-end. Donc, sur la partie présentation, tout ce que j'ai fait, c'est utiliser ASP, Core pour pouvoir faire la présentation des différentes routes de mon application. Donc, ici, donc, j'ai des routes qui vont créer l'interface pour qu'un framework front-end puisse l'appeler. Donc, on doit rendre compte que notre application qui est développée avec les principes de l'architecture propre est divisée en plusieurs couches, domaine, applicatif, infrastructure et présentation. L'orienté objet est le cœur de notre conception ou bien de notre conception Clean Architecture et les principes de la programmation orientée objet, des principes solides qui sont appliqués pour pouvoir mettre en place une solution qui sera évolutive, testable, maintenable et qui est fait pour les développeurs qui vont faire la maintenance de cette application-là. Donc, comme démo ici, je peux juste venir sur mon navigateur là et je vous avais le résultat de notre API là. Donc ici, j'utilise Scala pour pouvoir afficher notre API. On va donc là, on peut faire des tests ici, on peut créer des événements, on peut créer des commandes. Et là, on a nos différents modèles. Donc, on a les modèles d'ETIOS qui sont bien référencés et qui est utilisé ici pour pouvoir mettre en place notre API. Donc, ça, c'est ce qui est pour la démo. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on pourra explorer cela en profondeur. Merci.